Nechma, honorables invités, mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord d'exprimer ma profonde gratitude à son Excellence le président Ibrahim Boubacar Keïta pour avoir spontanément et si généreusement accepté d'accueillir cette conférence ministérielle à Bamako. À la réaffirmation tangible de son engagement constant en faveur de la paix, de la sécurité et du développement dans la région du Sahel et dans le continent dans son ensemble, le peuple malien nous gratifie de son hospitalité légendaire et d'excellentes dispositions pour le bon déroulement des travaux de cette conférence. Dans cet ordre d'idées, j'adresse nos vifs remerciements à travers mon frère Mohamed Saleh Al-Nadif à nos collègues des Nations Unies pour leur précieux soutien dans l'organisation de cette rencontre, preuve s'il en est d'un partenariat fructueux et chaque jour plus renforcé. Excellences, mesdames et messieurs, notre présence à Bamako se veut d'abord un geste de solidarité en direction du Mali et de son peuple face à l'acharnement de la horde terroriste. Je voudrais dire haut et fort que le Mali ne sera jamais seul dans ce combat et que l'Union africaine réitère son soutien indéfectible à ce pays frère dans sa lutte contre cette menace globale et réaffirme son attachement à l'unité et l'intégrité territoriale du Mali et à la pleine mise en œuvre de l'accord de paix issu du processus d'Alger. Excellences, mesdames et messieurs, l'Afrique ne peut rester inactive face à un phénomène qui emporte de plus en plus de vies innocentes et injecte le poison du doute et de la division parmi nos communautés, écorche nos valeurs ancestrales et met à mal l'harmonie et la quiétude de nos sociétés et porte un coup d'arrêt brutal au développement socio-économique de nos pays. Vous avez compris que je parle de la thématique de cette conférence. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, lors de la 838e session sur la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent dans les régions du lac Tchad et du Sahel, a vu juste en demandant d'engager une réflexion sur les causes profondes et déterminantes du terrorisme, y compris la marginalisation et l'exclusion dans un contexte de violence communautaire. Je remercie tous les ministres et chefs de délégation de nos États membres qui ont répondu à notre invitation pour un engagement franc et concerté et l'identification de réponses appropriées et immédiates face à ces conflits. Excellences, mesdames et messieurs, comme vous le savez tous, nous nous réunissons ici dans un contexte très particulier qui n'est pas des plus sereins. Des efforts accrus ont été entrepris par le département paix et sécurité de l'Union africaine en matière de prévention des conflits, en termes de diplomatie préventive et de prévention des conflits structurels, mais aussi en matière de gestion et de résolution de crises à travers des processus de médiation et de dialogue en particulier. Des résultats concrets de ces efforts peuvent être observés en République centrafricaine, à Madagascar, au Soudan et au Sud-Soudan, pour ne citer que quelques exemples. Par ailleurs, la mise en œuvre de la stratégie régionale de stabilisation, de redressement et de résilience des zones du lac Tchad affectées par le groupe terroriste Boko Haram, ainsi que la révision en cours de la stratégie de l'Union africaine pour le Sahel sont autant d'actions concrètes qui s'ajoutent aux efforts continentaux en matière de paix et de sécurité. En s'arrêtant un instant sur l'état de notre continent dans sa globalité, nous sommes très préoccupés par un certain nombre de tendances et de menaces en matière de sécurité. Outre l'extension de la menace terroriste, la militarisation croissante d'un bon nombre de régions du continent, en particulier le Sahel, la Corne de l'Afrique, dont la mer Rouge, l'insécurité liée à l'extraction et au flux illicite de ressources naturelles dans les régions du Grand Lac, auxquelles s'ajoute l'impact désastreux des changements climatiques. En effet, nous sommes confrontés à un paysage de crise de plus en plus complexe, caractérisé par une typologie protéiforme des conflits et impliquant l'imbrication d'acteurs et d'actions coordonnées aux dimensions transnationales. Les motivations politiques et économiques de ces acteurs sont, dans bien des cas, instrumentalisées par des idéologies dites religieuses extrémistes où les replis identitaires et l'absence de perspectives de développement communautaire
se laissent miner par des velléités criminelles au réseau largement étendu. De ce fait, les défis de la gouvernance érodent les démocraties fragiles avec leur impact sur le moral de nos populations et sur la perspective d'avoir un avenir meilleur et plus prospère. Vient se greffer à cette complexité sécuritaire déjà en place les conséquences des changements climatiques avec des répercussions sur l'accès aux ressources telles que l'eau et la terre, la subsistance de communautés menaçant ainsi leur sécurité alimentaire et entraînant des déplacements de population, induisant l'intensification notable des conflits intercommunautaires entre éleveurs et agriculteurs. Ces disputes s'expriment aujourd'hui en armes automatiques et sont très meurtrières, sans oublier leur récupération par les groupes terroristes en prédation pour qui ces failles représentent des opportunités inespérées. Excellences, Mesdames et Messieurs, la raréfaction des ressources qui s'accentue d'année en année et les pertes considérables en vie humaine nous interpellent au plus haut niveau. La gestion non planifiée et équitable des ressources naturelles entraîne bien souvent des tensions communautaires qui pèsent de tout leur poids sur la gouvernance locale et le développement de chaque pays. C'est pourquoi il est impératif aujourd'hui d'œuvrer inlassablement à prévenir les conflits, y compris la promotion de solutions inspirées par nos traditions locales et nos valeurs de respect mutuel et de partage. Permettez-moi de préciser pourquoi cela est particulièrement important, eu égard à la problématique des conflits locaux liés à l'accès aux ressources naturelles. Tout d'abord, notre continent est soumis à des pressions intenses, à la fois sur le plan économique, social et environnemental. Des conditions météorologiques extrêmes, telles que la sécheresse et les inondations, ont entraîné des retombées fâcheuses à plus d'un niveau. Dans le Sahel et la Corne de l'Afrique, la dégradation de l'environnement causée par les conditions climatiques extrêmes est un vecteur de nouvelles menaces sécuritaires. Ces mêmes régions observent plus fréquemment des catastrophes naturelles, entraînant de lourdes pertes économiques locales et engendrant des crises humanitaires aiguës. Par ailleurs, et comme vous le savez, les femmes et les enfants dépendent davantage de l'accès à la terre et à l'eau pour leur subsistance que d'autres franges de la société, mais sont parfois privées de ce droit en raison de certaines pesanteurs culturelles et sociétales. Pourtant, ces communautés vulnérables sont susceptibles de jouer un rôle proactif dans la prévention, la gestion et la résolution des crises, en particulier celles de nature locale et environnementale. À cet égard, le 5e rapport thématique du groupe des sages de l'Union africaine s'est axé sur la médiation et la résolution des conflits liés aux ressources naturelles. S'agissant de FarmWise Africa, c'est une plateforme que nous avons lancée depuis maintenant 2 ans. Leur 2e assemblée générale que je viens d'ouvrir il y a quelques jours à Addis Abeba s'est penchée sur une thématique similaire, au cours de laquelle notre réseau de femmes africaines pour la médiation et la prévention des conflits a délibéré pendant 2 jours sur les menaces et les opportunités en matière de prévention et de résolution des conflits. Enfin, les ressources naturelles, y compris la terre, l'eau et le pâturage, sont des sources de richesse utilisées à la fois comme moyen de subsistance et comme source de développement. Force est de constater cependant que les communautés qui en dépendent sont dans de nombreux cas pris en otage, exploités, privés, pillés par des groupes terroristes et des réseaux criminels organisés. On ne soulignera jamais assez le rôle essentiel des mécanismes gouvernementaux de lutte contre ces fléaux, à travers la gestion et la médiation dans les différends relatifs à l'accès aux ressources naturelles. L'Union africaine est pleinement disposée à soutenir et à renforcer la capacité de nos États membres dans l'atténuation et la prévention des conflits locaux liés aux ressources naturelles, ainsi que dans la lutte contre la propagation de leur résurgence. Cet effort ne sera concluant que si nos pays membres renforcent l'autorité et la présence des démembrements de l'État au niveau local et mettent en place de manière prompte des infrastructures de paix chargées de gérer les conflits et les crises locales. Excellences, Mesdames et Messieurs, les capacités du département de paix et sécurité en matière de prévention structurelle des conflits, de médiation et d'alerte précoce poursuivent leur revigoration. Et nous veillons résolument à ce que ces outils indispensables soient accessibles à nos États membres. Nous appelons
tous nos gouvernements et communautés économiques régionales à un effort concerté visant à renforcer la bonne gouvernance des ressources naturelles afin de permettre aux populations les plus vulnérables de contribuer à l'économie circulaire et d'accéder à une prospérité durable et partagée. Excellences, Mesdames et Messieurs, cette réunion de Bamako est très importante dans la mesure où nos échanges, l'évocation de nos expériences au Sahel, dans le lac Tchad, au Soudan, en Somalie, en RCA, permettront non seulement une lecture commune des défis à relever, mais surtout la définition d'une réponse collective et solidaire pour le grand bien de la paix et de la stabilité et du développement en Afrique. Une fois de plus, c'est un honneur et un plaisir que d'être parmi vous. J'espère que ces 10 jours constitueront pour nous un espace d'expression et de réflexion et nous permettront d'avancer une réponse opérationnelle à une problématique majeure. Je vous remercie de votre aimable attention et vous souhaite fructueuse délibération. Merci bien. C'était là l'intervention de Ismaël Chergui, commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine. Mesdames, Messieurs, chers invités, j'invite très respectueusement Monsieur Michel Amala Sidibé, ministre de la Santé et des Affaires sociales, représentant Monsieur le Premier ministre, pour prononcer son discours d'ouverture. S'il vous plaît, Monsieur le ministre. Merci. Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement de la République du Mali, Mesdames et Messieurs les ministres et chefs de délégation des pays participants, Monsieur le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, Monsieur le commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, Son Excellence Monsieur le Président Pierre Bouyaya, représentant spécial de l'Union africaine, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatiques et représentants des organisations internationales au Mali, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions régionales et internationales, distingués invités. Mesdames et Messieurs, permettez-moi avant tout propos de souhaiter la cordiale bienvenue au Mali à l'ensemble des participants à la présente conférence ministérielle de l'Union africaine sur un sujet capital, primordial pour chacun d'entre nous, l'accès aux ressources naturelles et conflits entre les communautés. Aussi, voudrais-je remercier la Commission de l'Union africaine à travers le commissaire à la paix et à la sécurité. Mon cher frère Ismaël Chergui, ici présent, pour le choix porté sur le Mali pour abriter cette conférence. Je salue également le précieux concours apporté par les Nations Unies à travers la MINUSMA à sa préparation matérielle. Excellences, Mesdames et Messieurs, la conférence qui nous réunit aujourd'hui n'est pas le fruit du hasard. Elle se tient dans un contexte où les conflits entre communautés liés à la gestion et à l'exploitation des ressources deviennent récurrents sur le continent africain. L'Union africaine, en organisant cette rencontre ici à Bamako, envisage non seulement de trouver une solution endogène, pérenne, mais aussi de mettre la question des conflits locaux au cœur de l'agenda continental. Comme le dit Albert Einstein, je cite, « Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien faire. » Excellences, Mesdames et Messieurs, les ressources naturelles constituent la base de la vie quotidienne, vous l'avez entendu, des êtres humains, particulièrement pour les plus démunis, les pauvres, les laissés pour compte. Ces derniers, qui dans la majorité des cas, vivent dans le milieu rural, où leurs moyens de subsistance dépendent presque exclusivement des activités agricoles, de l'élevage et de la pêche. Vous conviendrez avec moi que les conflits entre les communautés liés aux ressources naturelles naissent souvent du fait que les populations les utilisent à des fins différentes ou entendent les gérer de diverses manières.
Les facteurs engendrant ces conflits sont nombreux et variés. Il y a des facteurs physiques et juridiques. Les conséquences liées à ces conflits sont néfastes et impactent négativement la production dans les secteurs de l'agriculture, l'élevage et la pêche. Ces conflits mettent en cause le vivre ensemble harmonieux et déstructurent les tissus sociaux. Ils engendrent aussi des déplacements forcés de population et de façon générale dégradent considérablement le niveau de vie des populations touchées. Excellences, Mesdames et Messieurs, il est déplorable de constater que les groupes terroristes, dont le dessein est de créer le chaos, exploitent malicieusement ces conflits pour tenter d'opposer les communautés entre elles, les amener à s'affronter. Le rôle de nous, autorités, devrait être de chercher à éteindre ces conflits et à occuper davantage de territoires. Nous ne devons pas oublier que la conquête des territoires, administrés et à gouverner, est leur objectif d'État, la finalité étant d'imposer à l'humanité leur vision du monde par la force de la terreur. Le Mali ne fait pas exception à ce phénomène. En effet, avec l'éclatement de la crise sécuritaire en 2012, les conflits latents entre les communautés liées aux ressources naturelles ont pris d'autres dimensions. Les groupes terroristes ont ressuscité et entretenu les litiges anciens et autres rivalités entre les différentes communautés afin d'atteindre leurs objectifs. Cette situation a exacerbé les violences intercommunautaires et le climat d'insécurité dans certaines régions du Mali, provoquant ainsi des déplacements forcés de population, la migration irrégulière, l'insécurité alimentaire dans ces zones. Ces violences ont aussi engendré l'insécurité en rendant la cohabitation difficile entre les populations. Elles ont encouragé la circulation incontrôlée des armes, la prolifération des groupes d'autodéfense et contribué à la déstabilisation de l'État, à la remise en cause de la gouvernance et de l'État de droit au Mali. Excellences, Mesdames et Messieurs, au-delà des réponses sécuritaires urgentes à apporter, ces 2 jours de travaux nous donnent l'occasion de nous projeter sur une approche de long terme. Ceci nous permettra de prévenir la survenance des conflits et de leur traitement sans heurts, à travers des mécanismes locaux de résolution des conflits revisités. Naturellement, une telle approche interrogera nécessairement sur la pérennité des systèmes actuels de production au regard de l'évolution démographique et des progrès techniques et technologiques. Une approche holistique prendra également en compte les formes juridiques actuelles d'appropriation et de gestion des ressources de la terre, les réformes utiles à entreprendre, ainsi l'indispensable aménagement des terres qui permet que tous les usages puissent en être faits par les différents acteurs économiques. Il s'agit là de chantiers importants, non seulement pour la sécurité, vous conviendrez avec moi, dans nos pays, mais également de programmes qui concourront à la prospérité. C'est pour cette raison que le gouvernement du Mali souhaite que la présente puisse déboucher sur un plan d'action de soutien aux pays les plus durement touchés par ces conflits et que tous les partenaires de l'Afrique puissent apporter leur plein appui à sa concrétisation. Excellences, Mesdames et Messieurs, nul ne saurait se projeter dans le futur sans un travail méthodique, patient, profond et longuement réfléchi pour la paix entre les communautés et les groupes sociaux qui ont jadis vécu ensemble dans l'harmonie et la concorde. Chaque État membre ici présent
à ces expériences de prévention et de résolution des conflits entre les communautés liées à la gestion et à l'exploitation des ressources naturelles. La présente conférence ministérielle doit nous permettre de partager les expériences des uns et des autres et d'identifier les stratégies pour la prévention et le règlement des conflits intra- et intercommunautaires dans nos pays respectifs. Je termine mon propos en donnant l'engagement que le gouvernement du Mali, qui accorde toute l'attention nécessaire aux travaux de cette conférence, s'engagera pleinement dans le suivi de nos conclusions. Je souhaite plein succès à nos travaux. Je déclare ouvert. Je vous remercie. Merci, Monsieur le ministre de la Santé et des Affaires sociales, représentant de Monsieur le Premier ministre, ce qui nous conduit à la pause. Et tout à l'heure, la pause, Monsieur le représentant du Premier ministre et toute son équipe, qui sera accompagnée par les membres du gouvernement, les ministres, juste au niveau de la salle à gauche. Pour les ambassadeurs, ils vont marquer quelque part pour rejoindre la salle à droite. Les participants, nos chers invités, c'est au niveau du hall. Mais avant, la photo de famille avec les membres du gouvernement, les ministres et les chefs de délégation ici, s'il vous plaît, pour immortaliser ces images, cette conférence, s'il vous plaît, qu'il faut applaudir encore. La photo de famille, messieurs les ministres, mesdames, messieurs les ministres, et les chefs de délégation ici, pour la photo de famille. La presse, les images. La photo de famille. La pause, les ministres, les chefs de délégation, les ambassadeurs, dans les deux salles pour la pause. Merci bien. Merci d'être venus. Et bonne pause. Pause de 15 minutes, s'il vous plaît. Une pause de 15 minutes. Et juste après, on se retrouve en salle.
Voilà, les Maliens ont assalamu alaikum. Les Maliens peuvent Adamini Nazarakani, Mamou Wala, Tuabudo, ministre le ministre de la Santé, Michel, Tcheblé Dramé, Akouniebe, Alefas, la Michel Gref. Mounebi, bis Marina Bamakoya. Ni Awalawawe, Bamananga la Juna, Yanni Poussikaban. Donc, Bamananga la et conférence ministérielle sur l'accès aux ressources naturelles et les conflits locaux. Maliens, vous faites un fort. D'abord, donc, il faut que Jamana a touché le Kélala à l'ouate d'Amadobo. Au Kélamou, ni Adam Nena, Mali Colon, ni Mali Krefé, Jamana fait bébé. La Iraka Foko, Anga Jamana, Jamana do, Dugurofin Chama, au Dubo Mali Konea. Kafara et Jamana fait bébé Koluka Surana, no Sanu, Ji, Dugurofin Chama, Mumbi, Dubo Mali Konea, Chanko Sobe. Donc, on va bignoyer. L'amitié de Bamako Konea. Djamoukaï et Union africaine Moro, qui fera un gouvernement ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale qui est Tcheblé Dramé, qui fera un ministre de Damaroka, ou Tchamami Konea, qui fera Union africaine Moro Tchamaka. Kofefana, Union africaine Temene Kofekaboui, Djamana Tchama représenté l'Indo, Bamakoya ni Watina, ni Tchadgola, ni Burkina Faso bola, ni Bénin bola, ni Côte d'Ivoire bola, Mali en Centrafrique fana bola, ani ka fara République démocratique du Congo, ani ka fara Éthiopie, Ghana, Kenya, Mauritanie, Niger, Nigeria, Somalie, Soudan ani Togo. Donc Mali ni jamana nous chama représenter le Wati na ko la mechela. Et on a siga kuma muka. Bebado Union africaine asigira africain de kama Union africaine ni Mali bala wa ira ka fo ni dona Union africaine na de kumbike jamana o jamana ka ko obi ni Union africaine nkono wa ira ka fo o de kumba so kuma na ke jamana fenfe fana be ko fana bi akona na ulu be bi fara nyonga ni nga seka o jamana o tebe Mali kono ka fara Burkina ka Niger on jamana damado terrorisme o bina on ka on jamana bi kelela Nord Centri, vous menez à Wati Chamambo. Mon Chaman n'a pas jamana en Kubina Andeme. Au demain, c'est fait. Union africaine, vous venez la Bélébélé Badoké le 9 avril 2019 au Téméné Malian. Et le 9 avril 2019, au don, il y a ce qui n'y a qu'à faire Kubina Fura de Ninimuna. Au Sabula, du Jugorofem, on a Jamana Konea. Il va sur Sanu Nabi Bo Kenyaba, Sanu Bo Sajola. Il va sur Odu Mouve Fleni, Anika Fara et du Feve Bi, Blue Kerefala, les Sanu du Boy, Ani du Jugorofem, Feve Fanabo, Centri, Ani Norla. Il va y avoir Odu de Singh de Kosobe. Il va y avoir Odu Nyani de B, Kosobe, Olu de Fantaya, Nyani Djou de Luka. Donc, à Irakafo, et Fura de Bina Ola. Wakaeka Fofana. Norla ni kelebi beba donc afo keleb mi ka ke norla pétrole kan nga bo Mali convient fa fait akuma fora ad wati chamambo akobi ka nyanyini par l'autorité de la recherche pétrolière donc au point nous fora malien ayira ka fo ko kele wulle ayoro wula mais yani o che dugujugoro fe wera be mun bi bo norlay donc o kono na kele wulle ayira ka fo ko kele mun kera terroriste bu profiter au de là mo ka fantanya ola ni ngata doni nduma ka marfa duma avec sababu ba fa fantanya bi on malgré que dugujugoro fe chama bi bo on jamana konea nga ondika here so ondika lafia so donc o hokum kono gouvernement anga gouvernement présenté n'était au dugumuna donc ayira ka fo ko fraude bi na nyini ola mumba to et au dugumo Mali kono ani anga kerefe jamana febe be uru be ka se ka lafiya sɔrɔ kɛlɛ nga se ka ban cogo mun na siya kɛlɛw ka se ka ban jamana kɔnɔ donc bi sigi kɛmɛ ka walawala o de kan kosɛbɛ hôtel l'amitié kɔnɔ yan donc a yira k'a fɔ Union africaine ka ɲɛmaa minnu bɛ yan n'olu nanen don kana ko in walawala ko fura de bɛna ɲini a la a bɛna kɛ tile fila kuma ye bi kuma bɛna k'a la ani sini u bɛna bi bɛɛ kɛ a kuma la kuma in a kun bɛ cɛ bi fɔlɔ 17h conférence bɛna k'a la akili falen fɔlɔ bɛna k'a la fura jumɛn de bɛ se ka ɲini mun b'a to gouvernement bɛ se ka présenter nin dugu ninnu na ka dɛmɛ kɛ u ma cogo min na fura jumɛn bɛ se ka sɔrɔ mun b'a to sanu mun bɛ bɔ anw fɛ yan nɔ
bauxite minnu bɛ bɔ anw fɛ yan dugu jukɔrɔ fɛn fɛn bɛ k'a bɛ bɔ Mali kɔnɔ yan ka fara ji kan Maliens bɛ se ka lafiya sɔrɔ a la cogo jumɛn fura bɛ se ka sɔrɔ a la cogo jumɛn mun b'a to dɔ bɛ se ka bɔ ɲani jugu ani fantan jugu la jamana in kɔnɔ donc o sigiɲɔgɔnya mun n'o kɛmɛ bi ɲɛmɔgɔya a yira k'a fɔ an ɲɛ bɛ ministre des affaires étrangères la n'o ye Cɛbilen Dramé ale mun ka wuli ka jɔ ye ka se ka lafiya lase cogo bɛɛ k'a lajɛ institution ba minnu bɛ yen ni o ye Union africaine n'a ɲɔgɔnnabaw ye ka wuli ka jɔ kɛ olu ka se k'u kɔfilɛ anw ka jamana na ka se ka na dɛmɛ kɛ Mali ye mun b'a to kɛlɛba in ani ɲani jugu ani fantan jugu o bɛ se ka ban jamana kɔnɔ cogo min na donc o baaraw daminɛna n y'a fɔ n ka kuma na nka a ɲɛgɛɲɔ fɔlɔfɔlɔ olu kun daminɛna le 9 avril passé o kɛra Addis Abeba n'o ye Éthiopie donc u y'a kumabaw de kɛ k'a fɔ k'u bɛna wuli ka jɔ kɛ u bɛna daminɛ Mali la yan fɔlɔ Mali kɔfɛ u bɛna ɲɔgɔnyew caman kɛ nka Mali ta bɛna kɛ cogo di u bɛna dɛmɛ kɛ cogo jumɛn wulikajɔ bɛna kɛ cogo jumɛn k'a ye k'a fɔ société baw de nalen don anw ka jamana kɔnɔ k'u bɛna sanu bɔ yan o sanu minnu n'u bɛna bɔ yan ani ka fara fɛn caman kan minnu bɛ Mali kɔnɔ a yira k'a fɔ olu dugu mɔgɔw yɛrɛ bɛ hɛrɛ mun sɔrɔ anw yɛrɛ tɛ o hɛrɛ sɔrɔ surtout a bɛ ka bɔ maa minnu ka dugu la a bɛ ka bɔ maa minnu yɛrɛ ka dugu la ɲani de bɛ yen kosɛbɛ ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ kan donc fura de bɛna ɲini o bɛɛ la olu kumaw de bɛna fɔ bi journée tɔ la k'a lajɛ k'a fɔ Mali ye jamana minnu bɛ yen ko hɛrɛ kan ka na jamana na o Mali ye jamana ye ko kuma y'a yira k'a fɔ ko Mali tɛ fantan jamana ye a yira k'a fɔ de fɛn caman de bɛ Mali jɛ a yira k'a fɔ de dɛmɛ caman de bɛ Mali jɛ wa o dɛmɛ ninnu ni olu yɛrɛ ma wuli ka jɔ kɛ a laban bɛna Afrique yɔrɔ caman sɔrɔ déjà a ye Burkina sɔrɔ ka ban Niger fana a y'o sɔrɔ wa olu bɛɛ bɛ a kow kɔnɔ donc a yira k'a fɔ Union africaine minnu n'u ka nin koba in n'u kɛmɛ k'a sigi sen kan a bɛ waati caman bɔ k'u bɛna nin lajɛba in kɛ ka se ka hakili falen-falenw kɛ bɛɛ k'i hakililata fɔ walasa a kana cari ka taa yɔrɔ la mun b'a to Mali fana ta caman bɛ se ka bɔ o la cogo min na kɛlɛ in bɛ se ka ban cogo min na fana nka a yira k'a fɔ kɛlɛ yɛrɛ n'i y'a ye k'a juguyara fana Maliyɛnw a sɔrɔla fantanya b'a la sabula terrorisme ninnu u bɛ taa don fantanw de ka se tɛ maa minnu ye u bɛ se ka semaine kelen kɛ hali u tɛ dɔrɔmɛ 100 u ɲɛ la ni o terroriste taara u bɛ taa mun proposer u bɛ taa wariba de proposer k'a fɔ e sigi bɛ i ka jamana ɲinan b'i kɔ i ka jamana tɛ ka kɔfilɛ i la i bɛ ɲani jugu mun na a bɛɛ y'i ka jamana ye u bɛ tila ka mun f'u ye tun u b'a fɔ e dun ka nin jamana i sigilen filɛ yɔrɔ mun na yan fɛnba de bɛ sɔrɔ yan nazaraw bɛ bɔ jamana wɛrɛw la ka na aw ka dugujukɔrɔfɛn nafamaw bɛɛ de sama ka bɔ yan ka aw ɲɛ corolen to a tɛ ka bɔ da la u b'o hakilila minnu kɛ Maliyɛnw k'o don o dugulamɔgɔw la u bɛ kɛ sababu ye olu fana b'u sigi k'u miiri ko nin kuma mun ni nin bɔra tiɲɛ don n'o don sa ninnu nana proposition kɛ ne k'u bɛna nafolo mugu in di yan n'a dira n ma a bɛ se ka n dɛmɛ kosɛbɛ n ka baara la donc u bɛ sɔrɔ ka wari di o karisa ma ka tila ka marifa fana d'a ma o y'o fana faralen ye terrorisme kan parce que o bɛna ye k'a fɔ ale ka to ni terrorisme ninnu ka jɛkulu la o b'ale nafa sabula ale bɛ nafolo sɔrɔ a bɛ wari sɔrɔ donc a bɛna profiter o la ka kɛlɛ kɛ ka taa a yɛrɛ balima Maliyɛn wɛrɛw faga k'a sɔrɔ a t'a dɔn ko kojugu mun ni o bɛ ka kɛ fana donc Maliyɛnw a y'a ye k'a fɔ nin ko in ye koba ye o terrorisme ninnu fana olu fana ka kɛlɛ yɛrɛ jubaju fana Maliyɛnw a caman belebeleba fana ye o parce que u b'a dɔn ko nafasɔrɔ sira caman bɛ an ka Mali nord la a caman bɛna bɔ nord de la kɛlɛ in yɛrɛ belebeleba caman de y'o ye mun b'a to olu ka se ka o nord in yɔrɔ sɔrɔ cogo bɛɛ pour que ni pétrole ni fɛn wɛrɛw nana bɔ dugumana in na olu ka se ka o nafa sɔrɔ olu ka se ka o nafa belebele ni ka se ka o buru belebelebaw n'o dumuni dumanbaw ka se ka o bɛɛ u kelen d'a ma Maliyɛnw kumakanba mun ni o bɛna ka fɔ bi kɛnɛ in kɔnɔ ko fura de bɛna ɲini o la kɛlɛ in bɛ se ka ban cogo min na wulikajɔ jumɛn bɛna kɛ ka taa don Maliyɛnw kan sigidaw la an ka dugujukɔrɔfɛnw bɛ ka bɔ yɔrɔ min na ji bɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ minnu fana na parce que ji fana ye dugujukɔrɔfɛn dɔ ye mun nafa ka bon kosɛbɛ o bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Mali yɔrɔ caman bɛ yen ji sɔrɔli ka gɛlɛn kosɛbɛ donc u bɛna fura ɲini o fana na ji bɛ se ka walakata yɔrɔ minnu na nɔriw la olu ka se ka lafiya sɔrɔ dɔ ka se ka bɔ ɲaniw ani sɛgɛn caman na u bɛ k'o furaw de ɲini joli bɛna fara u kan joli bɛna fara an ka jamana kan nin cogoya in na ka se ka nin baara in ka waleya ka ɲɛ kosɛbɛ ni ka taa ka nin baara in daminɛ ni nin ko ninnu bɛɛ banna bi tile fila in na ka baaraw daminɛ joona joona pour que Mali la an yɛrɛ ka se k'an ka hɛrɛ sɔrɔ an yɛrɛ ka nafasɔrɔ siraw la an ka se k'a dɔn k'a fɔ ja anw ka jamana tɛ fantan jamana ye jaja anw ka jamana kodɔnnen na anw ka jamana kɔnɔ an bɛ ka ɲinɛ mun kɔ k'a ye k'a fɔ tuguni jaja anw ka jamana an bɛ se ka balo hali ni maa wɛrɛ tɛ nka Union africaine mɔgɔw u ye nin hakilila de sɔrɔ Maliyɛnw ka se ka nin fara ko u bɛna anw dɛmɛ nin na bi o baaraw o kɔni daminɛna bi hôtel L'Amitié la komi aw ɲɛ b'a la cogo min na a daminɛna nanzarakan na nka n ye caman walawala ye maa minnu ni ale kumana o tun ye Union africaine yɛrɛ mɔgɔw ka représentant ye ale ye fɛn caman fɔ k'a fɔ ko baara in daminɛ cogo min na a y'a caman walawala ye kɔfɛ an ka ministre de la santé ale kumana o bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kɛnɛya fana ye kɛnɛya fana
n'i ye kɛnɛya ta k'a lajɛ kɛnɛya fana nafa ka bon kosɛbɛ yiriwa kɔnɔna na donc ale fana ye kuma caman fɔ o yira k'a fɔ donc Mali kɔnɔ bi olu tɛ se k'u kɔfilɛ olu ka wuli ka jɔ tɛ dɔwɛrɛ lafiya ka na jamana in kɔnɔ mɔgɔw ka se k'a dɔn k'a ye k'a fɔ gouvernement u sigikun de ye maliyɛnw ye ni nafa wɛrɛ b'olu la o ye nin baara ɲuman ninnu kɛli ye ka ɲɛsin jamanadenw ma kuma yɛrɛ bɛɛ bɛna laban bi wulada in na Cɛbilen Darame ale de bɛna kuma bɛɛ laban ka conférence bɛna kɛ n'an bɔra pause la sisan u bɛna tila ka yɛlɛ tuguni ka kuma wɛrɛw fɔ ni ka se k'olu walawala anw ye nka bi kuma in 28 novembre conférence yɛrɛ cérémonie daminɛna bi u y'a yira k'a fɔ k'a bɛ ban fo sini bi ta bɛ ban 17 heures sini ta fana a bɛ daminɛ sɔgɔma kelen na ni ka ban midi donc ko in a nafa ka bon kosɛbɛ donc maliyɛnw komi n y'a ɲɛfɔ cogo min na u kɛmɛ ka sɛbɛn ko les participants maa minnu nanen don nin ko in waleya ka na an dɛmɛ nin ko in na maa minnu na ma participer a yirala k'a ko la conférence ministérielle est organisée par l'Union africaine de y'a ko sigi sen kan avec le gouvernement du Mali et o y'an ka Mali yɛrɛ gouvernement ye avec l'appui des Nations Unies donc Nations Unies mɔgɔw n'o ye ONU mɔgɔw ye olu fana ka mɔgɔw bi yan kosɛbɛ k'u bɛna an dɛmɛ a la walasa a ko ka se ka waleya kosɛbɛ k'olu fana na kun donc o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen ko participeront à cette conférence les représentants de l'Union africaine, des Nations Unies et les communautés économiques régionales, des mécanismes régionaux et ainsi que les États membres. Donc oui, institution baouye, nous devons faire un affaire bon, yiriwali sarse ko la kosɛbɛ. Donc olu bɛɛ ye k'a fɔ nin ko in a nafa ka bon. Wa n'a kɛra yiriwa caman min na bɛn min na dugu kɔnɔ n'o kɛra dugu fɛn bɛ yen k'olu ka sɔn an na olu bɛɛ fana bɛna se ka lafiya sɔrɔ. Donc maliyɛnw a yira k'a fɔ ko il s'agit encore notamment de l'autorité intergouvernementale pour le développement, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, nous et CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique centrale, nous et SEAC, la commission du bassin de lac Tchad, G5 Sahel, l'autorité de développement intégré des États et d'Itako Gourmand, donc nous et ALG. Donc aussi participeront les représentants des opérations de maintien de la paix sur le continent ainsi que les représentants d'agences des Nations Unies. Les États ci-après seront représentés à la dite réunion. Donc comme on voit nous bébé institution ban nous bébé mun be ko beka la nyine yirwa de Afrique konona ka se ka Afrique lafiya do Afrique kono donc ru beke me kana ni jamu feina ka se ka laje fana ko aklata fala fana se ka deme mun ngala ka nyeshanga jamana ma fana boke amese ka mun vo ninga se ka ni kuma ku chamali yango oyemi oye ka ira ka fo an yɛrɛ b'a fɔ an ka kumaw la waati bɛɛ an ka émission na an bɛ fɛn caman fɔ k'a fɔ an ka jamana ye jamanaba de ye jamana ye mun de ka a nafa ka bon kosɛbɛ maliyɛnw o b'a yira k'a fɔ komi bon an bɛna yɛlɛ pause la sɔnni donc an bɛ ɲɔgɔn ta dans peu de temps donc n'an yɛlɛla pause la an bɛ ɲɔgɔn ta dans peu de temps yan'o cɛ ko fɛn fɛn n'a bɔra ko in na an b'o bɛɛ walawala aw ye f'a ka dɔn k'a fɔ jamana in a nafa ka bon kosɛbɛ donc an ka gɛrɛ ɲɛfɛla la an ɲɛ b'a la ɲɛmaa dɔ la Très bien. Depuis hier. Oui, oui. Tiens. C'est bon? Vous êtes prêts? Alors justement, moi je vais faire le test micro avec le monsieur. Alors déjà pour voir si le micro fonctionne, je pourrais avoir votre nom, votre prénom ainsi que votre fonction. Thierry Bouyoya, représentant de l'Union africaine pour le Mali et le Sahel. Je suis à votre disposition, je suis prêt à répondre à vos questions. Super, donc pour moi ça fonctionne, j'espère que pour les confrères aussi. Bon, alors, il appartient de le dire. Nous sommes sur une réunion ministérielle concernant l'accès aux ressources naturelles et à la prévention des conflits communautaires. Quelle importance ça a pour l'Union africaine finalement? Bon, d'abord, il faut partir de la réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est que les conflits communautaires dans la région du Sahel en particulier et d'une manière générale en Afrique font énormément de victimes aujourd'hui. Par exemple, au Sahel, au Mali, les conflits communautaires font plus de victimes que le terrorisme lui-même.
Alors, il a été constaté que plus de 70% de ces conflits, et ça a été répété aujourd'hui dans les discours d'ouverture, sont liés à la compétition pour l'accès aux ressources naturelles, la terre, l'eau, les pâturages. Alors, l'Union africaine a organisé cette conférence ministérielle pour avoir l'occasion de partager l'expérience des uns et des autres dans la prévention, de la gestion et la résolution de ces conflits communautaires. Dans le but prochainement de mettre en place un cadre politique et concerté auquel les uns et les autres pourront se référer quand il s'agit d'aborder ces conflits. Donc nous voulons réellement contribuer à la résolution des conflits, mais d'abord par la réflexion, par la mise en place de mécanismes concertés. Alors j'imagine que vous essaierez de cibler un petit peu quelles sont les différentes populations et communautés qui, sur ces conflits-là. J'ai vu qu'il y avait le Tchad, le Niger, le Mali, le Nigeria qui sont présents. C'est des régions, des zones où la question peul est très importante, où il y a une pression communautaire en termes de bétail sur les terres, etc. Est-ce que vous allez l'évoquer dans les différentes réunions que vous allez faire cette question peul aussi? Absolument, nous avons essayé d'inviter les représentants des pays qui sont le plus touchés par ces conflits. D'abord dans la région du Sahel, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, mais vous allez plus loin dans les régions du bassin du lac Tchad, le Tchad, le Cameroun. Nous allons plus loin même en Afrique de l'Est, le Kenya, la Somalie, l'Éthiopie. Vous avez dans tous ces pays ce que nous appelons aujourd'hui les conflits communautaires. Comment les aborder, quelles sont les expériences des uns et des autres, qu'est-ce qui peut être retenu comme bonne pratique dans la résolution de ces conflits. Voilà l'objet de cette conférence. Alors quelles sont les bonnes pratiques que vous avez imaginées, que vous avez ciblées finalement? Bon, il ne m'appartient pas d'anticiper sur les conclusions de la conférence, je pense qu'on va écouter les uns et les autres. Mais vous savez, je crois qu'une des caractéristiques communes, c'est le fait que la meilleure approche pour résoudre ces conflits, c'est de passer par les mécanismes qui sont très proches des populations, les mécanismes locaux, c'est-à-dire les mécanismes gérés par les autorités traditionnelles, des autorités religieuses, des mécanismes gérés par les élus locaux, les structures de l'État décentralisées. Et je crois que ça, c'est au moins quelque chose qu'on partage aujourd'hui comme approche. Maintenant, aujourd'hui, nous voulons affiner cela. Comment le faire? Comment soutenir ces autorités? Quel est le rôle de l'État? Quel est le rôle des communautés économiques et régionales? Quel est le rôle de nous, l'Union africaine, la communauté internationale au sens large? Voilà ce qui va faire l'objet de cette réflexion. Alors dernière question pour moi, il y a aussi la question de la justice. Les États sont là pour trancher dans les questions de conflits communautaires. Justement, finalement, les auteurs ou les différentes factions s'envolent souvent dans la nature. Est-ce que la question de la justice va être évoquée? Est-ce qu'elle est importante? Est-ce que le rôle de l'État, finalement, c'est pas ça? Absolument. La justice est au centre de la résolution des conflits, partout. Mais vous voyez, la justice elle-même, elle se trouve à différents niveaux. Vous savez qu'il y a des mécanismes locaux pour rendre la justice. Comment pouvons-nous renforcer ces mécanismes? Il y a des mécanismes locaux de conciliation, d'arbitrage. Vous allez plus loin, il y a des mécanismes qui sont gérés au niveau des autorités locales.
comment renforcer tout ça. Enfin, il y a la justice au niveau national. Donc, c'est une problématique extrêmement importante et chaque fois qu'il y a conflit, gestion des conflits va avec l'exercice de la justice d'une certaine manière. Très bien, merci beaucoup, monsieur Boyer. Le choix de Bamako, d'abord, je crois que le commissaire pour la paix et la sécurité de l'Union africaine l'a dit, c'est d'abord, compte tenu de ce qui se passe au Mali, un geste de solidarité avec le gouvernement et le peuple du Mali, pour dire, malgré tout ce qui se passe sur le plan de la sécurité, l'Union africaine, elle est là, elle est solidaire et elle est toujours du côté des principes de base de la souveraineté du Mali, l'unicité de l'État malien. Donc c'est d'abord un geste de solidarité et de soutien au Mali. Merci beaucoup. Merci. Monsieur, pour vérifier si le son est bon et pour ne pas écorcher votre nom aussi, est-ce que vous pouvez me donner votre nom, votre prénom et votre fonction? Ismail Chergui, commissaire paix et sécurité de l'Union africaine. On est aujourd'hui à Bamako sur une conférence de l'accès aux ressources naturelles et aux conflits intercommunautaires. Pourquoi Bamako? Je crois que la thématique d'abord s'impose à nous en tant qu'Union africaine, dans la mesure où les questions liées aux ressources naturelles tendent de plus en plus à mettre réellement en difficulté la situation de paix et de stabilité dans beaucoup de nos pays africains. Qu'il s'agisse de la Somalie, de l'Éthiopie, du Soudan, du Sud-Soudan, et aussi de l'Afrique de l'Ouest, dans la région du lac Tchad. Donc, on s'était dit d'abord qu'il fallait qu'on tienne cette réunion pour d'abord échanger avec tous ces pays, voir leur expérience et voir comment, à la suite de cette lecture conjointe du défi, comment nous pourrons sortir de Bamako avec des conclusions opérationnelles qu'on pourrait à ce moment-là recommander au Conseil de paix et sécurité qui nous a donné ce mandat. Et plus tard, au prochain sommet de l'Union africaine début février, qui, comme vous le savez, le thème principal du sommet sera justement faire les armes. Et donc, de ce point de vue, Bamako était un choix privilégié dans la mesure où ce pays non seulement fait face à l'extension du défi terroriste et criminel, mais il se trouve que aussi ces conflits locaux sont justement instrumentalisés ou utilisés par ces groupes pour encore leur donner réellement rendre le résultat plus difficile pour la société aussi, remettre en cause l'équilibre des communautés qui a de tout temps été la règle dans ce pays et dans d'autres pays africains. Donc nous avons aussi vu dans l'organisation de cette conférence un geste de solidarité envers le Mali qui passe par des moments difficiles, comme le montrent les attaques quotidiennes contre les institutions de défense et de sécurité du pays.
Et ce faisant, donc nous essayons à la fois de rappeler l'importance de nous adresser à cette menace qui est globale, mais également aux autres conflits qui d'une certaine manière, donnent encore plus d'expansion et de relief à tous ces défis. Donc c'est pour cela que nous sommes ici à Bamako. Vous pensez réellement que cette rencontre va faire bouger les lignes du Mali? En tous les cas, nous sommes prêts à écouter les exposés de tous les pays, y compris le Mali. Je pense que si les autorités ont accepté de nous recevoir, c'est qu'il y a cette disponibilité. Donc pour s'ouvrir, pour dire concrètement et poser de manière sincère et donc ouverte toute la problématique de la question ici au Mali. Je crois qu'elle n'est pas différente de celle qui existe aujourd'hui au Burkina Faso. Donc le tout, c'est de faire attention à la manipulation de ces phénomènes qui ont de tout temps existé. Mais vous reconnaîtrez avec moi qu'il y a quelques années, ce genre de conflit entre, par exemple, éleveurs et agriculteurs se faisait quand on n'arrivait pas à le régler localement, se terminait par des bagarres avec des bâtons. Aujourd'hui, avec la circulation illicite des armes, malheureusement, ça finit par des combats avec des Kalachnikov, avec des armes de guerre. Donc, c'est dire que nous devons réellement maintenant de nous intéresser à cette donne et, je l'espère, de sortir avec des conclusions qui ne poussent aucun élément important sur le tapis. Donc qu'il s'agisse de questions de gouvernance politique, gouvernance économique, qu'il s'agisse de promouvoir le vivre ensemble, le respect du prochain, la promotion aussi des procédures et des méthodes de règlement traditionnelles qui ont toujours fait leur effet dans nos sociétés. Je pense que toutes ces thématiques sont ouvertes à la discussion et je crois que nous nous donnons rendez-vous à l'issue de cette réunion pour faire le point avec vous et vous dire exactement quelles sont les recommandations auxquelles nous sommes arrivés. C'est un basculement vers le terrorisme. Vous avez évoqué le cas du Mali avec les conflits intercommunautaires et du Burkina Faso qui englobe. Et le vrai danger aussi, c'est finalement le terrorisme aussi, pour l'instant, effectivement, Bon, je pense que les deux sont des défis. Je pense que si vous prenez la totalité du continent, aujourd'hui ce genre de conflits locaux tue plus que le terrorisme. Donc il est important aussi que nous essayons justement d'y voir de manière beaucoup plus profonde, d'abord pour nous adresser aux causes qui sont à l'origine, mais également trouver rapidement des solutions qui doivent d'abord répondre qui soient inspirés d'abord, comme je vous l'ai dit, par nos propres traditions. Je crois que dans un certain nombre de pays, il s'agit seulement d'organiser le dialogue, par exemple d'organiser les lieux de passage des troupeaux, le timing. Donc on peut commencer déjà par ces petits éléments très simples pour en arriver à d'autres qui sont d'ordre politique, qui sont liés à l'injustice, qui sont liés à l'exclusion. Je pense que, comme je vous l'ai dit, nous n'avons aucun tabou. Lors de ces 2 jours de réunion, nous allons parler de toutes ces questions. Monsieur Chéri, vous avez dit tout à l'heure les terroristes exploitent ces phénomènes. Aujourd'hui, est-ce que vous avez une idée pour empêcher les terroristes d'exploiter? C'est justement, il faut voir
réalité dans cet exercice est donc au fait à l'inclusivité. Il faut que tout un chacun se sente important pour son pays. Merci. Est-ce que nous connaissons tous les membres? Parce qu'on a... Voilà, et Maliens donc nous comme Sénapi, comme Aouira Bourakaye, Union africaine Mouroka représentant, Anika Fara, Uni Mouroka représentant, Anika Fara Yereka gouvernement Nyambo représentant, on a bien, Fara gouvernement Chama, on a bien vécu. Donc en réalité, pour qu'il y ait un peu ce qui est encore plus important, il fait une oui du meilleur. Parce qu'avant on a fait un jamana, quel qu'en soit alpha, et qu'elle a connu, un jamana. Terrorisme qu'elle a à la prendre des barres d'eau qu'elle a parce que on irait à ma sécurité la béba donc qu'elle est à Mali et Provençal va Wati Chamambo la Andalona tient à la déboule. Quel qu'en soit le femme qu'on lui a fait, on va le mot qu'il a fait, comme on a fait au là, plus important dans tout ça, du mai. Béba donc qu'elle est ni qu'elle est bureau, qu'elle est Herekanai, qu'elle est la Fiakanai, qu'elle est ballonnement qui sont à l'euro là. Il va se faire à l'euro face au bébé vidé, mon bébé le parce qu'il va se faire ballonnement tout ce à l'euro là. Il va se faire discussion B, il va se faire vraiment dimayo bifara, coca chai, senge B, banaju, nyaniju. Donc qu'elle est bureau face au la Fiaté. Donc on a jamana fulan, on va mettre qu'elle est bureau de là. Nous avons Mali, on a déjà sigal comme miri clé qui a beaucoup de gens qui ont Adam Nene en Sanchez depuis 2013, on a Sanchez 2012 nous avons fait. Sanchez a 100 ans en Idonibo. Donc du coup, qu'il y a faux 600. Donc il y a ma belle au Canada. Bon, Nanya est faux, moi je suis là, je suis jockey kubina andeme. Anga la nyuna, kadanye akawalia, kadanye akoka kefana. Anga fama mungu vanabe, anga gouvernement mungu vanabe, nous l'ouvnaga ulika joy, sekata ni jamana ban mungu kata ni institution ban mungu kana. Mumba tuka na fura nga banana. Ami draw de kadro alaka uli ka fura, alaka akunu baya. Ba bara munke kaseka walia ka nyori anga la nyini watipe. Nga anga Mali abijati jamana baufe. Wani kuma jara na mnyere nyafu kuma labana yana nga tagira to kena ka anyinga nazarakana. Ayam jamana yi Afrique de l'Ouest la mi jate jamana baw fe fin chama mi Mali ko ba ira ka fo andi fanta jamana yi ba ira ka fo anga fe on tika exploiter gagner atika gérer gagner en bolo de ato antika na faso an ira ga na faso sira wala antika na fa baw so ala donc on a fora ko anga fama bina si ka fara jamana chama ko be représenter les biens parce que jamana fait bien ou be ko lu be toucher la terrorisme bala kele wera ubala Afrique yere kono ni Cameroun yere tagala Nigeria boko haram ulubi ko jamana nuna mena ulu mun yere wartigi jamana no Nigeria lu desele lu alka boko haram fana kele on fana ka jamana kono kele ni ame kele nasku mundu be itafala interpo sarigi ka foko shia kele do terrorisme kele do quel qu'en soit alpha nasku be kera nga jamana kono ya be kera ka teme tien ala di ko ga en gros, il y a là, oui, bien la fiac. La fiac, c'est que sur le de mecs, la fiac, oui, on a la ligne. La fiac, nous, bamba, bateau, chica seka ou la catatu, chamana ou l'autre. Au terme, on fait pas bouger. On fait des cas de bon, chamana connaît. La fac, c'est que soit là, donc à fort, ou un yen bon nous, et à la une con nous doit engager là, ou à la façon. Malion maintenant queen daminena
amena posi la toy donc posi la toy maintenant posi mina yela bina mo bina kuma c'est-à-dire ko kɛlɛ minnu bi siyaw ni ɲɔgɔn cɛ Mali centre la u bɛna kuma o kow kan ka a walawala an ye walasa an ka faamuyali sɔrɔ komi u nana n'a hakililataw ye ka fɛn caman fɔ an bɛn'o de lamɛn nanzarakan na donc u bɛn'o de walawala mɔgɔw ye c'est-à-dire bɛn bɛ se ka na cogo di G5 Sahel mɔgɔw ni fɛn minnu bɛ yan anw dɛmɛniw na a ko bɛna kɛ cogo jumɛn walasa u k'an dɛmɛ mun b'a to olu fana ka laɲini ye ka se ka na ni lafiya ninnu ye an kan donc u bɛn'o de walawala sisan an ye donc session fɔlɔ ye o ye donc n'an bɔr'o la u ka ɲɛmaa dɔ bɛna kuma voilà ani ambassadeur bɛna kuma il s'appelle Ismaël Chergui, il est le commissaire à la paix, à la sécurité Union africaine donc ale bɛna kuma ka fɛn caman fɔ bon u bɛ ka bɛɛ fɔ nanzarakan na mais n'u tilala quel qu'en soit an b'a bɛɛ yɛlɛma aw ye bamanankan na mun b'a to an bɛ se ka faamuya sɔrɔ donc an ka taa a kuma tɔ lamɛn. Et je souhaiterais le faire donc sur la base du travail qui a été mené par l'Institut d'études de sécurité et le Centre pour le dialogue humanitaire dans le contexte du Liptako Mouvement. Et je vous rassure, les implications sur lesquelles je reviendrai à la fin iront au-delà des pays du Liptako. Alors, je souhaiterais faire mon intervention en 15 minutes et en 3 temps. Dans un premier temps, je vous parlerai des tendances que nous avons observées dans la zone du Liptako Gourma. Je reviendrai ensuite sur ce que révèlent les données de l'étude qui a été menée par nos deux organisations et je terminerai en parlant d'implication pour l'élaboration des politiques, pour l'élaboration d'interventions dans la zone et au-delà. S'agissant donc de la première portion de mon intervention, il me semblait que la meilleure façon d'illustrer les tendances, c'était de vous présenter quelques cartes. Voici l'état de la situation en 2012. Les points rouges que vous voyez illustrent les conflits ou plutôt les incidents en lien avec les groupes terroristes. Les points plus foncés représentent les conflits locaux. Et je reviendrai sur l'usage de la terminologie conflit local tout à l'heure. Vous voyez qu'en 2012, 2013 et 2014, on a essentiellement des incidents liés aux attaques terroristes. À partir de 2015, on a une intensification des conflits locaux qui se poursuit en 2016, en 2017, en 2018 et en 2019. Nous avons compilé les données jusqu'au mois d'octobre 2019. Ces cartes montrent bien entendu l'intensification des attaques terroristes dans les pays du Liptako, mais elles montrent aussi l'intensification des conflits locaux et on s'aperçoit au fil des années à quel point on assiste à une superposition des zones géographiques où interviennent les groupes terroristes et où se déroulent les conflits locaux. C'est peut-être une des tendances sur lesquelles on peut insister. Nous avons relevé 4 tendances. La première, c'est bien entendu l'intensification de cette violence locale. Et quand on parle d'intensification, il est peut-être utile de détailler en parlant de la fréquence des incidents, qui sont de plus en plus nombreux, de l'ampleur de ces incidents, en termes de nombre de personnes impliquées, mais aussi en termes d'expansion géographique. Et quand on parle d'intensification, on a bien entendu également en tête les conséquences de ces conflits, sur le plan des vies humaines, mais également sur le plan humanitaire, sur le plan économique, sur le plan de l'impact sur la cohésion sociale. Je le disais, on voit comme tendance une corrélation en apparence, en tout cas, en termes de zones géographiques, entre les zones où interviennent les groupes extrémistes violents, les groupes terroristes, et ceux où interviennent les conflits locaux. L'extension géographique qui est visible sur les cartes. Et on peut finalement dire que quelque part, nos initiatives en matière de prévention sont remises en cause par l'expansion à laquelle on assiste, tel qu'illustré sur les cartes. Je passerai maintenant au deuxième pan de ma présentation en vous parlant de façon assez rapide de ce que révèlent les données. C'est un travail dont une partie sera rendue publique
au mois de janvier. Donc je passerai rapidement, d'autant qu'un certain nombre d'interventions ont déjà mis de l'avant des points très intéressants qui reviennent dans l'analyse. Alors, je suis obligée de faire un petit détour méthodologique pour vous dire que ce travail a été mené par l'Institut d'études de sécurité et le Centre pour le dialogue humanitaire. Plus précisément, nous avons mené des entretiens avec des personnes qui sont directement impliquées dans les conflits locaux, avec des victimes de ces conflits locaux, avec des personnes qui sont impliquées en tant que médiateurs dans ces conflits locaux et avec des observateurs, des personnes bien renseignées sur ces problématiques. C'est un travail qui a concerné en particulier les zones géographiques que vous voyez en vert, donc les zones frontalières de l'espace du Liptako-Gourma. Et nous avons cherché, en posant des questions à ces catégories d'interlocuteurs que je viens de citer, à avoir des réponses sur ce type d'informations que vous voyez à l'écran. Donc les causes sous-jacentes, les événements déclencheurs, les manifestations, les risques, les opportunités pour la résolution, etc. J'en ai fini avec la méthodologie. Je voudrais juste vous dire que sur la base de ce travail, il nous est apparu important de chercher à définir, et nous l'avons fait pas au début mais à la fin du travail, nous avons cherché à définir les conflits locaux. Et voilà la définition opérationnelle qui a été retenue et qui pourrait évoluer sur la base des échanges que nous aurons, bien entendu. Et nous avons retenu donc que c'est la récurrence d'affrontements, de tensions et de violences entre des groupes socio-professionnels, souvent non étatiques, se constituant essentiellement sur une base commune, ethnie, religion, langue, culture, profession, et étant circonscrits dans un espace géographique et administratif donné, village, commune, province, avec ou sans influence extérieure. Et j'en ai fini pour la portion méthodologique, je vous rassure. Je voudrais donc passer à la première étape de l'analyse et de ce que révèlent les données, qui sont finalement les catégories de conflits que nous avons documentées. Et nous en avons relevé 3. La première, c'est celle qui touche à la compétition autour des ressources et qui est le thème qui a été choisi pour la rencontre qui nous réunit au cours des prochains jours. Ce qu'il est important de mettre de l'avant, c'est que donc cette compétition, elle est liée à la gestion et à l'exploitation, en particulier autour des ressources naturelles. Et là, on a en tête les conflits autour des mares, les conflits entre pêcheurs et agriculteurs, entre éleveurs et agriculteurs, mais aussi les conflits fonciers, les conflits qui touchent au contrôle des espaces, qu'ils soient pastoraux ou agricoles. La deuxième catégorie de conflits que nous avons pu documenter, et je demanderai peut-être au collègue qui est là de... C'est bon, la machine a répondu. C'est donc les luttes de pouvoir au niveau local, mais également les tensions qui visent à remettre, ou les conflits qui visent à remettre en cause l'ordre social. Et là, je vous donne quelques exemples. On a pu documenter des conflits liés à la protestation contre certaines élites locales. Nous avons également documenté des tensions liées à des problèmes de succession, que ce soit dans le cadre de chefferies, la succession au niveau de certains imamas ou même au niveau de certaines mairies. Donc il y a des dimensions qui sont à la fois traditionnelles et politiques. Et finalement, des révoltes contre les stratifications sociales dans nos sociétés, en particulier dans la région, qui sont souvent très hiérarchisées. La troisième catégorie de conflits locaux que nous avons documentée est celle engendrée par des perceptions de dysfonctionnement de nos États. Donc des perceptions de défaillance dans la gouvernance étatique, dans ce que le représentant du secrétaire général appelait la puissance publique. Et dans cette catégorie-là, on a donc vu émerger dans les échanges avec les différents acteurs les problèmes liés au comportement de certains représentants de l'administration. On a aussi vu émerger les questions de découpage territorial qui posent parfois des problèmes au niveau local. On a aussi vu émerger des tensions liées ou des protestations contre l'installation ou les activités, par exemple, d'industries extractives dans des zones d'orpaillage, notamment. Et là, je vous donne vraiment que quelques exemples. Alors, s'agissant des causes qui ont été documentées, et là je passerai assez vite parce qu'elles ont été évoquées parfois de façon assez détaillée par le panel d'ouverture, mais on a bien entendu documenté à la fois des causes structurelles et des causes immédiates. Il y a bien entendu une interdépendance entre ces causes structurelles et immédiates, et au sein même des causes structurelles et des causes immédiates, on peut aussi identifier d'importantes dépendances.
Ce qu'il est peut-être important de mettre de l'avant, c'est entrer dans le détail de ces différentes causes qui passent des aléas climatiques au changement dans les modes de production, à la pression exercée par l'expansion démographique. C'est peut-être surtout de mentionner que ce type de cause appelle des solutions à long terme. Et donc, c'est toute l'importance de penser le séquençage à court, moyen et long terme au moment d'élaborer les solutions. Et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Donc voilà, rapidement, sur les causes structurelles et immédiates. Et dans les causes immédiates, on peut citer la violation de certaines conventions par des gens qui les connaissent ou qui ne les connaissent pas, en particulier dans un contexte où on a actuellement beaucoup de déplacements de population. Le traitement médiatique aussi de certains conflits, de certains incidents qui contribuent à envenimer les choses. L'exploitation qui a été nommée par le panel d'ouverture, par les groupes extrémistes violents, par les groupes terroristes. À nouveau, je passe rapidement et je serai ravie de revenir là-dessus dans les échanges pour passer en quelques mots sur l'analyse des réponses et ce qui ressort de l'analyse des réponses que nous avons faites. Tout d'abord, voilà des exemples de réponses qui nous a été donné de regarder de plus près, que ce soit les pratiques mises en place, la justice étatique, la justice traditionnelle, les questions liées aux commissions foncières, voilà. Donc on a essayé de regarder différentes dynamiques et sur cette base-là, on a fait émerger les points suivants par rapport aux défis et aux limites des réponses qui ont été élaborées. Pour ce qui est des réponses élaborées au niveau local, on note bien entendu l'érosion des mécanismes traditionnels, qui est liée à toutes sortes de dimensions, que ce soit la remise en cause des élites locales, le non-respect de certaines normes traditionnelles en fonction de là où on se positionne dans les générations. Mais on a aussi soulevé le fait que les situations conflictuelles actuelles elles sont beaucoup plus complexes qu'avant et que donc quelque part les systèmes en place peuvent aussi montrer des limites, d'autant plus qu'elles s'imbriquent en différents niveaux d'échelle. Et je passe sur ce point à la question donc du niveau national. Il est difficile dans les zones où l'État est absent, ou là où sa présence est contestée, de mettre en œuvre les réponses que les États pourraient utilement mettre en œuvre. Il y a bien entendu aussi des limites dans l'action étatique, qui est parfois liée à un manque de moyens, mais pas toujours. Et là, c'est du point de vue de certaines populations avec qui nous nous sommes entretenus pour ce qui est des délais de réaction, dans certains cas, des forces de défense et de sécurité ou du suivi des enquêtes judiciaires. Donc bien entendu, quand on parle aux populations, elles peuvent voir les choses comme ça, mais quand on parle aux personnes chargées de mettre en œuvre les réponses, ils nous font part de toutes les contraintes qui sont les leurs dans la mise en œuvre de ces actions. Il y a parfois aussi un manque de connexion entre les prises de décision au niveau local et la possibilité d'établir un suivi cohérent au niveau national. Donc cette question des échelles est importante. Et une des dimensions, une des limites importantes du niveau national, c'est aussi le fait que les conflits sont de façon croissante des conflits transfrontaliers, qui appellent donc des réponses qui, dans le meilleur des cas, prendront au moins 2 États, parfois plus. Et ça demande peut-être à ce qu'on réfléchisse davantage au rôle de certaines organisations régionales dans ce type de conflit. Je crois que c'est aussi l'un des objets de la rencontre qui nous réunit. Dans les 3 minutes qui me restent, je voudrais vous parler des implications du travail que nous avons mené pour la zone du Liptako-Gourma, mais aussi pour plus largement un certain nombre de pays du continent africain qui sont touchés par ces problématiques. Alors il nous manque le point 1, je vais donc vous en parler à l'oral. Le premier point qui nous semble important, ou la première implication, c'est véritablement le fait que la labellisation des conflits conditionne la réponse qu'on mettra en œuvre pour y répondre. Et donc, il importe de bien cerner le type de conflit auquel on est confronté, de leur donner le nom approprié. Est-ce que c'est un conflit autour des ressources naturelles? Est-ce que c'est un conflit autour des tensions entre communautés liées à une succession, par exemple, dans le cadre d'un imama? Est-ce que c'est un conflit socio-professionnel, un conflit intra- ou intercommunautaire? Ces dimensions-là sont importantes pour éviter d'élaborer des réponses qui passeront à côté du problème. Le deuxième point, qui est cette fois-ci visible à l'écran, c'est l'importance de situer ces conflits locaux dans les dynamiques sécuritaires plus larges. En particulier dans le contexte actuel qui est fortement marqué par le prisme du contre-terrorisme, on a tendance à vouloir établir un lien direct entre le rôle des groupes extrémistes violents et les conflits locaux.
Et dans les travaux que nous avons menés, nous nous sommes rendus compte que dans certains cas, effectivement, les groupes extrémistes violents, les groupes terroristes instrumentalisent ces conflits. Grâce à ces conflits, ils peuvent s'implanter, ils peuvent recruter, ils peuvent étendre leur périmètre d'action. Mais nous avons été étonnés de nous rendre compte que dans certains cas, ces groupes agissent comme médiateurs dans certains conflits. Nous nous sommes même rendus compte que dans certains contextes, la présence des groupes gèle le conflit. Et donc, il est important de bien comprendre le type d'interaction, le type de lien qui existe si on veut à nouveau pouvoir élaborer des réponses qui soient appropriées. Et au-delà du lien entre extrémisme violent, terrorisme et conflits locaux, il ne faut pas oublier une dimension importante qui est celle des activités illicites et de la criminalité organisée. En particulier en lien avec, bien entendu, les questions de trafic qu'on a tous à l'esprit quand on parle d'activités illicites, mais également de plus en plus les questions liées au vol de bétail et à l'usage de la vente du bétail pour le financement d'armes notamment, qu'on constate de plus en plus et au-delà même de la zone du Litakouruma. Le troisième point que je souhaiterais mettre de l'avant, c'est l'importance de l'inclusivité dans l'élaboration des réponses. Face à la multiplication de la violence et des incidents liés aux conflits locaux, toutes sortes de réponses sont apportées, parfois en ordre dispersé, au niveau local, national et régional, par une myriade d'acteurs qui peuvent être étatiques ou non étatiques. Ces réponses, elles prennent un certain nombre de formes, des médiations locales, des initiatives de dialogue, des projets de développement, mais leur impact restera limité en l'absence d'une réponse politique cohérente et coordonnée au niveau d'échelle nécessaire, qui implique l'ensemble des parties qui ont une influence sur la crise, y compris dans certains cas les parias. Le point suivant que je voudrais mettre de l'avant, et c'est l'avant-dernier, c'est l'importance d'identifier justement le niveau d'intervention approprié. Étant donné les limites de certaines actions au niveau local, les limites de certaines actions au niveau national et le caractère parfois transfrontalier des conflits, il est important de faire jouer la complémentarité et les avantages comparatifs des différents niveaux d'échelle, dans le respect, bien entendu, de la subsidiarité, dans le respect de la souveraineté nationale. L'avant-dernier point qui me semble important, c'est le défi de la prévention. Il est difficile d'agir dans l'urgence au vu de l'explosion, de l'intensification du phénomène. On est plutôt concentré en ce moment sur la gestion et le règlement des conflits. Et bien entendu, c'est nécessaire, mais il ne faut pas perdre de vue l'importance d'investir aussi dans la prévention et de voir comment ça peut être fait dans les zones qui ne sont pas encore touchées ou qui le sont moins. Et je finirai en vous parlant du contrat social entre la puissance étatique et les communautés, en indiquant que la résurgence de la violence liée aux conflits locaux représente bien entendu une menace. Mais paradoxalement, elle représente peut-être aussi une opportunité, parce qu'elle offre la possibilité d'engager un dialogue politique avec les communautés, en leur reconnaissant un rôle fondamental dans la construction de la société, en les impliquant dans le nécessaire débat sur les modèles de gouvernance. Les États ont donc une occasion de transformer les dynamiques conflictuelles en vecteurs de changement systémique qui sont peut-être en mesure de relever les défis structurels auxquels ils sont confrontés. Et je m'arrêterai là-dessus après 17 minutes en vous remerciant de votre aimable attention et de l'indulgence pour les 2 minutes supplémentaires qui m'ont été accordées. Merci Laurie pour la présentation. Maintenant, nous allons inviter le commissaire à la paix et à la sécurité à la grande table. Nous allons aussi inviter le représentant de la République du Niger, qui est aussi le président en exercice de la CEDEAO. Nous allons aussi inviter l'Éthiopie, qui est aussi le président en exercice de l'IGAD, pour le prochain panel. Et je pense qu'il y a un représentant de la CEAC, si je ne me trompe pas, dans la salle. Voilà. Donc nous allons vous inviter à rejoindre la grande table pour la prochaine session qui va être modérée par le commissaire à la paix et à la sécurité. Mais je pense que le Niger a une présentation électronique aussi à faire, si je ne me trompe pas. Donc je demande à l'équipe, le secrétariat, si vous pouvez nous aider avec
Nous allons donc entamer la suite de cette session, mais au préalable, je voudrais exprimer nos remerciements et notre appréciation pour la brillante présentation qui a été faite par Doré, qui a réellement bien situé la problématique sous toutes ses facettes. Je pense que cela va être utile pour nous tous, pour la suite de notre programme. Et j'ai le privilège d'avoir autour de moi pour ce panel donc 3 représentants, d'abord de 2 pays. J'ai à ma gauche le représentant de l'Éthiopie qui vient du ministère de la Paix. L'Éthiopie a donc institué un ministère qui s'appelle le ministère de la Paix. Et nous avons ici le directeur de cabinet du ministre qui est avec nous. À ma droite, nous avons aussi le plaisir d'accueillir le représentant du Niger qui a une très longue expérience dans ce domaine-là. Et l'expérience du Niger est importante parce que c'est un pays qui a pu régler la question de l'intégration, en particulier de ses habitants du Nord. Et il y a une certaine harmonie, il y a une effectivité auquel participent tous les Nigérians. Donc, de ce point de vue, donc, cette expérience est bonne, mais aussi, il y a aussi, je crois qu'une méthodologie ou une expérience pour le règlement de ces conflits locaux liés aux ressources naturelles, dont nous serons heureux d'écouter notre frère. Je sais que le ministre de l'Intérieur, notre frère Mohamed Bazoum, s'y est impliqué personnellement, et je pense que ce serait utile donc de partager avec nous cette expérience. Et évidemment, nous avons, comme je l'avais dit hier, lors d'une rencontre avec les ambassadeurs africains, que notre première ligne d'action, c'est toujours nos groupements régionaux. Et à ce titre, cette réunion ne pouvait pas se tenir sans la présence de la CEDEAO. Je pense que nous avons ici notre frère de la CEAC. La CEDEAO aussi, il était avec nous hier. La CEDEAO, c'est le Niger. C'est le Niger. C'est vrai qu'il est président. D'accord. Donc, je vous rajoute volontiers ce chapeau de la présidence de la CEDEAO. Donc, vous aurez les 2 expériences à nous. Mais évidemment, c'est à vous-même de voir comment vous allez promouvoir ou présenter votre exposé, donc en conjuguant les 2 responsabilités, celle de la CEDEAO et du pays du Niger. Et évidemment, la CEAC, qui est également une région où ces conflits deviennent de plus en plus maintenant présents. J'ai à l'esprit surtout la situation en Centrafrique et liée surtout à cette transhumance qui occasionne de nombreux conflits, de nombreux problèmes, d'où l'inclusion d'ailleurs dans l'accord de paix du 6 février entre les 14 mouvements armés et le gouvernement centrafricain d'un chapitre sur la manière de voir et de traiter la question de la transhumance, non seulement au niveau national, mais aussi avec les pays voisins, c'est-à-dire le Tchad, le Cameroun, le Soudan, le Sud-Soudan et le Congo. Donc nous sommes heureux
de vous accueillir et je vous remercie tous pour votre présence et votre disponibilité. Et donc, si vous voulez bien, je voudrais commencer donc par mon frère ici à ma droite pour donc nous présenter votre vision et comment sont conduites les différentes actions au niveau de la CEDEAO et également, si possible, au niveau du Niger ou tout autre pays dont vous estimez utile et important de nous dire l'expérience pour la gestion de ce genre de phénomène. Mon frère, vous avez la parole. Oui, allez-y. Merci, Monsieur le Président. Chers participants à ce grand panel, l'honneur me revient. J'espère être à la hauteur pour répondre aux aspirations ou aux attentes pour cette rencontre. Excellences, Mesdames et Messieurs, je me présente, je me nomme Haïdara Abdoulaye. Je suis le directeur général de l'administration territoriale et de la déconcentration au ministère de l'Intérieur, de la sécurité publique, de la décentralisation des affaires coutumières et religieuses. Nous allons essayer, dans les petites minutes qui nous sont consenties, de présenter un peu une vision que nous avons des conflits communautaires dans les pays du Sahel, en s'appesantissant sur le cas du Niger. Bon, je me passe de la présentation géographique du Niger, c'est quelque chose que beaucoup d'entre nous connaissent ici. Et je me passerai volontiers aussi des industries extractives qui ont été largement abordées au cours des discours d'ouverture, qui constituent aujourd'hui la nouvelle manne pour le terrorisme. Je rappelle que depuis la nuit des temps, le continent africain a été un havre de paix, de tolérance et d'acceptation mutuelle des communautés. La colonisation, malgré ses vicissitudes, et l'avènement ou l'accession aux indépendances n'ont pas tellement entamé cet esprit de cohésion sociale. Cependant, on relève que depuis les 3 dernières décennies, cette cohésion sociale est mise à rude épreuve. À travers la pauvreté, l'aménagement progressif des ressources naturelles et le changement climatique. Ce qui a largement contribué à remettre en surface la revendication foncière, tous azimuts, la fragilisation de la cohésion sociale au sein de nos sociétés, la paupérisation accélérée de nos populations, notamment au niveau rural, c'est-à-dire les agriculteurs, les éleveurs, les pisciculteurs, etc. Et est né un fort besoin de retour vers la terre et de l'appropriation, voire de l'accaparement des terres. Je m'explique à ce niveau. Dans un temps très récent, les communautés vivaient dans leur profession ou dans leur organisation professionnelle. L'agriculteur s'en tenait à son champ, l'éleveur s'en tenait à l'aire de pâturage qui était consenti et les pêcheurs à leur zone d'exploitation de pêche. Mais le changement climatique et l'aménagement des terres ont changé les habitudes. En ce sens que le besoin d'une pratique agricole intensive a été ressenti de par la pauvreté des sols,
et de la croissance démographique. Un élevage intensif par l'accaparement des aires de pâturage, parce que ces aires de pâturage s'amenuisaient de par l'avancée du désert sur le front sahélien. L'agression du front agricole, le besoin d'étendre, pour les raisons précédemment citées, et l'appropriation des points d'eau sans observation de la législation en la matière, et etc. Toutes choses qui auraient contribué à la résilience des conflits communautaires. Et ces conflits communautaires sont de deux dimensions. Les conflits intercommunautaires, c'est-à-dire agriculteurs-éleveurs qui est classique désormais, intracommunautaires, agriculteurs-agriculteurs, éleveurs-éleveurs. Parce que l'agriculteur est devenu un éleveur. L'éleveur est devenu agriculteur. L'intolérance est devenue donc très pratique avec des affrontements mortels, des blessures. La pauvreté alliée aux revendications foncières et identitaires avec persistance, l'absence de débouchés aux jeunes a rendu ces derniers perméables au terrorisme. Nous sommes constitués d'une population jeune. Et cette jeunesse est sans débouché. Je me rappelle du passage de feu président Jacques Chirac au Niger. Il attirait l'attention sur la fracture sociale. Et aujourd'hui, nous sommes de plein pied dans cette fracture sociale. Nos jeunes sont perméables au terrorisme et à tous les trafics et extrémismes qui prévaut dans notre zone. Notre passivité et notre hésitation à prendre à bras le corps nos problèmes ont permis l'émergence de la violence, de l'extrémisme violent et du terrorisme par des opportunistes. Tout à l'heure, dans les discours d'ouverture, il a été mentionné l'exploitation intelligente de certaines personnes de ces faiblesses-là. Et Dr Louis l'a rappelé tout à l'heure dans la typologie des conflits. Le fanatisme dans lequel nos populations trouvent refuge, en guise de compensation, a permis d'élever l'amplitude de l'insécurité. Une population très inactive va se retrouver à rechercher refuge dans un pan de la société, dans un cadre sociétal. Or, la religion semble être la plateforme acquise pour se reconforter. Au-delà des efforts consentis par les gouvernements nationaux de nos pays, les partenaires techniques et financiers et les amis de nos pays, il y a lieu de créer un cadre de réflexion plus pointu d'analyse du problème tout en maintenant la démarche actuelle. Ce n'est pas dit que nous sommes restés les bras croisés face au phénomène, mais tous les pays du Sahel, dans cette démarche, les pays de l'Utako-Gouma et les pays du Sahel ont un peu anticipé à travers la constitution des forces multinationales pour lutter de ceux qui peuvent être conscientisés dans un retour vers la paix. Ainsi au Niger, dans le cadre de cette réflexion qui est à son début, nous avons un centre de réinsertion socio-professionnelle à Goudou-Maria qui prend en charge les ex-combattants de Boko Haram en reddition. Très prochainement, une grande partie va être libérée pour être réintégrée dans le milieu communautaire et reprendre une vie normale. Ce qui peut-être apportera un coup de pouce vers la paix. Au Nigeria, également, même les éléments capturés au front sont déradicalisés
réhabilités, formés et réintégrés dans la société. Ce qui veut dire qu'il y a des solutions possibles. Ces solutions possibles doivent être maintenues, mais la réflexion doit être possible. Aucune crise n'est résolue par les armes. C'est un truisme de le rappeler. Il y a tout un corpus juridique qui existe. Bien sûr que dès que la loi existe, c'est que quelque part, il y en a qui respectent, d'autres en violent.